RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Le débat du jour, ce matin, nous sommes avec Nathalie Lénard. Bonjour. Bonjour. Journaliste, et Paul Picaretta. Bonjour. Bonjour. Journaliste et éditeur. Merci à tous les deux d'être présents pour évoquer, sans grande surprise, d'abord l'Amérique, Louis Dauphren. Oui, bien sûr, c'est l'une des plus grandes victoires historiques de l'histoire des États-Unis. Enfin, une plus grande victoire politique, de l'histoire des États-Unis. C'est Donald Trump lui-même qui le dit en recrutant son chef de cabinet. Une femme, Susie Wiles, qui vient de m'aider à remporter donc ce qu'il appelle l'une des plus grandes victoires politiques de l'histoire américaine, avec le Sénat, la Maison-Blanche bien sûr, et puis la Chambre des représentants, des contre-pouvoirs restreints, et donc Donald Trump sera l'un des plus puissants présidents de l'histoire américaine. Ça justifie bien qu'on en parle. Eh bien justement, on en parle et vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Vous nous dites votre sentiment, vos inquiétudes, vos réactions, c'est donc par mail. Et bien sûr, on s'intéresse à ce qui va advenir à partir de maintenant, puisque c'est le mois de janvier, et vers lequel Donald Trump regarde à présent. Et le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump ont tous les deux signalé hier être prêts à reprendre contact. Ça, c'est une info importante pour la guerre en Ukraine. Que va-t-il se passer ? Et puis aussi, Joe Biden, qui s'est assuré de son côté, s'est engagé à assurer une transition pacifique et ordonnée avec le président, donc Donald Trump, son prédécesseur, qui sera bientôt son successeur à la Maison-Blanche. Alors que d'un autre côté, si on feuillette un petit peu les infos qui nous parviennent des États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a certaines tensions qui peuvent émerger quand la Californie se prépare par exemple à lutter contre les politiques jugées illégales de Trump. La Californie qui va convoquer une session d'urgence de son Parlement pour se préparer à lutter contre d'éventuelles politiques, notamment en matière d'avortement, d'immigration ou de changement climatique. Justement, sur ces derniers points, qu'est-ce que cela vous inspire, Nathalie Lénard, Paul Picaretta? Nathalie. Moi, je pense que c'est une bonne chose que la Californie s'appuie sur la loi, parce que ce qui est, je trouve, particulièrement inquiétant dans la victoire de Trump et la façon dont il en parle de cette victoire, et vous l'avez rappelé, il va être vraiment armé de beaucoup de possibilités de pouvoir, c'est le fait que c'est quelqu'un qui ne tient pas compte de la vérité des faits. Il est uniquement dans la vérité de l'opinion. Et donc, l'idée que tout est équivalent, on ne s'appuie pas sur du réel, on ne s'appuie pas sur des faits, on interprète tout et on est dans cette forme, avec Trump, de brutalité, d'asséner ses propres opinions, son propre regard, cette capacité à dire, vous l'avez rappelé, qu'il pense qu'il va régler en 2 jours la guerre en Ukraine, et cet oubli de s'appuyer sur à la fois donc la vérité des faits, et puis... Ça s'appelle forcer le destin, Nathalie, non ? Aussi ? Non, je crois pas. Forcer le destin, oui, puisque c'est un homme qui ne s'intéresse qu'à son propre destin, ça c'est vrai. Mais je crois surtout que c'est dangereux, c'est inquiétant, pas simplement aux États-Unis, mais en général sur la démocratie. À quoi voyez-vous qu'il ne dit pas la vérité ? Qu'il ne dit pas la vérité, mais par exemple, quand il peut dire que, quand il avait expliqué qu'Obama n'était pas né aux États-Unis, tout le monde s'est mis à le croire. Quand il va dire je vais régler la guerre en Ukraine en 1 journée, il suffit que je claque des doigts et je vais y arriver. Oui, non, il dit pas la vérité, non. C'est quelqu'un qui refuse le débat, la nuance, qui refuse la complexité des choses. Et pourtant, il a été élu. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, rejettent la complexité des choses. C'est tellement plus facile de raisonner en noir ou blanc, et donc, du coup, il a eu la capacité aussi de redonner une espèce de dignité à des gens qui se sentaient, vous l'avez sans doute beaucoup dit sur cette antenne, qui se sentaient humiliés dans leur quotidien et qui croient à tout ce qu'il peut dire. D'autant plus, on y reviendra peut-être, mais qui s'est présenté comme élu de Dieu. Le fait que là, on va y revenir à cet aspect-là des choses. Paul Picaretta, le fait que, si on revient juste à la Californie qui se prépare à une sorte de guerre de tranchées contre Donald Trump, ça veut dire que les États-Unis entrent dans une logique de, non pas de sécession interne, je n'irai pas jusque-là, mais de combat qui continue pour certains. Ainsi que l'a dit d'ailleurs
Joe Biden et d'autres en disant que le combat continuait. Oui, effectivement, ça s'appelle de la politique. Donc, c'est récit contre récit, imaginaire contre imaginaire. Je voulais revenir sur ce que disait Nathalie, c'est que Trump n'est pas d'abord quelqu'un qui récuse les faits et le réel. Je crois que c'est d'abord quelqu'un qui impose ses propres faits, son propre réel à lui. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, la campagne, en fait. C'est un imaginaire masculiniste, viril, va-t-on-guerre, mais ça, c'est américain, disons. C'est cet imaginaire-là qui a gagné aux États-Unis parce que mieux. Va-t-en-guerre, pourtant, il veut faire la paix. Alors, oui, mais disons que c'est un peu dans la culture là-bas. Ce qui nous apparaît va-t-en-guerre, voilà. Et il y a cet imaginaire qu'il a emporté et qui interroge pas seulement le personnage Trump, mais plutôt les Américains et la situation américaine. Est-ce que le message, si on essaie de décrypter le message de la société américaine, qu'est-ce que c'est ? C'est dire non à l'immigration, non au wokisme, non à tout ce qui vient des campus américains et qui arrive chez nous aussi par le biais de ce qui se passe. C'est une tendance, parce qu'après tout le monde n'est pas pro-Trump. Et puis il faut quand même préciser que dans les électeurs de Trump, il y a un certain nombre qui n'adhèrent pas à la feuille de route de Trump. Il faut préciser aussi que c'est d'abord une défaite de la gauche américaine, cette élection. C'est d'abord le fait qu'il n'y a pas eu de politique ouvertement de gauche. Il n'y a pas eu de Bernie Sanders. Et que la campagne de Kamala Harris est une campagne centriste, en fait, social-démocrate quasiment. Donc, c'est du Macron américain, en fait. Et forcément, ça a desservi aussi, déçu tout un tas d'électeurs très populaires américains, toute ethnie et genre confondus, qui se sont reportés sur Donald Trump. Par dégoût, par rejet de Kamala Harris. On parle beaucoup des ethnies, des genres quand nous, Français, on analyse la campagne américaine. Est-ce que le premier point, quand on entend les Américains, c'est pas l'économie ? En fait, ils veulent juste devenir plus riches. Et en fait, tous les sujets que nous, on analyse... Ou maintenir leur niveau de vie. Comme étant important. Voilà, le point le plus important pour eux, c'est rester au même niveau de vie ou gagner en pouvoir d'achat. Oui, ça c'est certain. On avait omis cet élément. On pensait que c'était très serré. Et on a vu que l'argument économique, la perte de pouvoir d'achat, l'inflation, a été déterminant dans le vote. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Simplement, je pense aussi quand même, ce n'est pas là, par rapport à ce que vient de dire Louis, c'est pas la société américaine, elle est très clivée. Et elle va être de plus en plus clivée entre moi, ce que je pense, c'est-à-dire des démocrates qui s'appuient sur des institutions qui sont fortes, sur un système juridique, sur le vote, l'importance du vote, de voter sur les différents sujets, face à une autre Amérique qui rêvait d'un chef et qui ont un chef, comme vient de le dire Paul, un homme très viriliste et qui s'affirme comme ça, alors un cow-boy en fait, Nathalie. C'est ça, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Du moins un New-Yorkais déguisé en cow-boy en fait. C'est plutôt ça. Et un homme déguisé sur beaucoup de sujets, parce que quand on pense, on va en reparler, mais quand on pense qu'il est allé beaucoup sur les terrains chrétiens, alors que c'est un homme qui a une vie personnelle extraordinaire, quoi. C'est une espèce de people qui a... sa vie familiale est quand même à l'opposé de ce que peuvent penser et croire beaucoup de chrétiens. Donc c'est quand même très très étonnant. Et ce qui fait peur, c'est cette idée de clivage dans la société. Qu'est-ce qu'il reste de commun dans la société américaine aujourd'hui? On peut s'en inquiéter. Et je pense que ce qui est inquiétant, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que ce qui se passe aux États-Unis nous interroge aussi pour nous. Il faut pas quand même. C'est vrai que c'est un vote. On parle beaucoup de l'approche sur les classes sociales et c'est très important d'en parler. Ça reste quand même aussi un vote ethnique. Les Noirs et américains, femmes et hommes, ont quand même beaucoup moins voté pour Trump. Il faut quand même rappeler ce fait-là. C'est très important puisque la question raciale aux États-Unis, elle est incontournable. Vraiment, elle reste incontournable. Chose que nous, on a du mal à comprendre. Mais il a pris chez les Latinos, il a pris quand même dans les minorités. Ça a pris chez les Latinos, puisque de fait, il y a une forte tendance
de guerre interethnique entre les latinos et les noirs américains. Hein. Ça existe aussi. Et voilà, donc c'est... Et ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a une guerre, pas une guerre, mais les anciens latinos en tout cas, qui ont bénéficié du rêve américain et qui s'en sont sortis, Bien sûr. voient d'un très mauvais œil l'idée qu'il y en a d'autres qui arrivent après eux. Et donc, tout de même, et moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que, et ça résume tellement bien, c'était une femme interrogée qui disait « Mais si on ne peut plus consommer, qu'est-ce qui reste de notre société américaine ?» Ce rêve de la consommation à outrance. Et ça, en quoi ça fait donner voter Trump ou Harris, hein, en fait, Nathalie Lénard? Parce que les deux sont quand même d'accord pour ce modèle, quand même. Tout à fait, mais parce qu'il a fait bien passer le message que c'était la faute de Biden, s'il y avait une telle inflation, si le panier de la ménagère était devenu de plus en plus cher, et tout le monde s'est précipité là-dedans. Enfin, les gens qui ont voté pour lui se sont précipités là-dessus. Il y a quand même une sanction de la mandature Biden. Il y a une sanction de la mandature, et c'était la difficulté pour Harris, qui est arrivée bien trop tard dans cette élection, et qui n'a pas pu dire... elle a dû cautionner la politique de Biden, mais tout en sachant que elle allait un peu au désastre. Sans refaire l'histoire. Elle a même essayé de faire du Trump du pauvre, j'ai envie de dire, parce qu'elle a précisé qu'elle avait une arme à feu, etc. Elle s'est dit, tiens, ayons un discours, allons sur le terrain de Trump, puisque ça marche. Mais les gens préfèrent toujours l'original à la copie, et donc... c'est peut-être ce qu'il a perdu, effectivement, c'est de faire une campagne. Si je renoue avec ce que vous avez dit tout à l'heure, selon votre propos, donc elle a fait une campagne en fait au centre, et une campagne pour essayer de mordre sur l'électorat républicain, et vous pensez que si elle avait fait une campagne beaucoup plus à gauche, elle aurait davantage réussi. Qu'est-ce qui permet de le dire? Parce que Bernie Sanders n'a pas non plus fait des scores monumentaux la dernière fois qu'il s'est présenté. Effectivement, mais le contexte n'était pas le même. En fait, rien permet d'affirmer qu'un Bernie Sanders aurait gagné l'élection. Absolument rien. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que créer un autre imaginaire aurait changé la campagne. C'est-à-dire que si on avait une campagne de gauche aux États-Unis, enfin un candidat de gauche... Par quoi ça passe, Paul Picaretta? Ça passe par des idées différentes, mettre en avant l'écologie, mettre en avant la solidarité, la paix, etc. Enfin des valeurs de gauche. Et ça change le niveau du débat. Disons, ça ouvre la fenêtre d'Overton dans l'autre sens. Ça va faire entrer un nouveau langage, etc. Ça crée du débat. Là, du débat, il n'y en a pas vraiment eu, en fait. La campagne a été monolithique. D'ailleurs, Trump a refusé le débat. Mais donc, il y a des débats qui ont été refusés. Ça fait partie aussi de sa stratégie. Et donc, il y a cette supposition. On ne peut pas savoir, mais de fait, s'il y avait eu un candidat qui avait porté un programme de gauche, on aurait au moins pu être fixé sur une partie de l'électorat trumpiste. C'est-à-dire, est-ce qu'une partie de l'électorat trumpiste, au fond, n'est pas des gens de gauche déçus, comme on peut avoir, nous, en France, une partie d'ex-électeurs de gauche qui se sont déplacés vers le RN. Bon, enfin, en France, aux États-Unis, comme on n'a pas le Mélenchon de gauche, le Mélenchon américain, on ne peut pas savoir, quoi. En fait, si donc on vous suit, Paul Picaretta, c'est que la gauche, aujourd'hui, elle fait du sociétal pour les grandes métropoles. C'est-à-dire, elle parle de wokisme, elle parle de tout ça, de genre, de minorité, et pas de social. Donc, il aurait fallu quelqu'un qui parle de social et pas de sociétal. C'est ça que vous voulez dire? Oui, il aurait fallu. Enfin, en tout cas, ça aurait été intéressant. Nous, en France, on a au moins ce luxe d'avoir un échiquier politique très large, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. On a une diversité quand même des familles politiques qui nous permet au moins de nous rattacher à quasiment 8 courants différents. Et c'est vraiment un luxe. Et aux États-Unis, ils n'ont pas cette opportunité-là, alors qu'il existe des électeurs de gauche, il existe des intellectuels de gauche, etc. Donc c'est quand même assommant quand on y pense. Ça, c'est le système effectivement binaire, bipartisan que l'Amérique s'est donné pour aussi éviter en fait un cafouillage institutionnel et éviter le désordre institutionnel. La vérité, c'est que ça privilégie des campagnes de milliardaires, enfin de millionnaires. Voilà, il y a surtout le rôle de l'argent et le fait que ces campagnes sont faramineuses dans leurs coûts et que donc pour pouvoir être candidat, il faut avoir des sommes d'argent faramineuses. Et puis être candidat partout dans tous les États. Ouais. C'est ça. Ce que je voulais dire pour compléter, c'est que je crois que Kamala Harris aussi, quand elle a commencé à faire appel ou qu'elle a été ralliée par des people, des Taylor Swift ou je sais pas quoi. Beyoncé, tout ça. Voilà. C'est aussi un désaveu pour elle.
Non, je dirais pas ça, mais je dirais que c'est contre-productif. C'est-à-dire que Trump, il est allé, il joue les élites, il joue le peuple contre les élites en permanence. Il joue contre le gouvernement fédéral, il joue contre... Et donc, faire appel à des gens comme ça, en pensant que ça va... Bon, peut-être que ça a attiré quelques jeunes, certainement, mais ça suffit pas parce que ça convainc encore plus les électeurs de Trump que oui, de toute façon, c'est un monde à part, c'est pas eux, c'est pas leur quotidien, c'est pas leurs difficultés, etc. Donc, je pense que ça a été très contre-productif. Et les électeurs de Trump écoutent de la country, de toute façon. Pas forcément Beyoncé ou Taylor Swift. Non, mais il y a aussi cet écart culturel, hein. Sans doute. J'imagine, hein. Oui, sans doute. Le folk, c'est quand même la base culturelle quand même du trumpisme. Oui. C'est vrai. Mais après, de fait, il n'y a pas de star mondiale. Enfin, si, il y a des stars mondiales du folk, mais est-ce qu'ils auraient fait... En Amérique, il y a des stars incroyables de folk, mais qui ne sont effectivement pas connues chez nous, en tout cas. Et Enfin, pourtant, c'est pas la culture mondialisée, c'est pas la musique mondialisée comme Taylor Swift. et pourtant, c'est la culture mondialisée. Je pense à Elon Musk quand même. Elon Musk, sans doute, écoute-t-il Beyoncé, non? Je sais pas. Quel rôle Elon Musk peut-il avoir eu dans la victoire de Donald Trump? Paul Picaretta. De fait, il a un outil de communication mondiale qui s'appelle Twitter, enfin ex-Twitter, qui permet quand même de faire pencher l'opinion, manipuler l'opinion. La manipuler, du moins la modifier, la manipuler, puisque ce réseau social, en tout cas en Europe, et je ne sais pas comment ça fonctionne exactement aux États-Unis, mais les journalistes font leur plateau télé en fonction de Twitter, hein, donc des tendances. C'est difficile d'évaluer l'influence d'un réseau social sur le vote. Sur le vote, il y a des mécaniques de bulles quand même très fortes. Mécanique de bulles, mais comme on sait, l'opinion médiatique se fait en fonction des débats qu'il y a sur Twitter. L'opinion médiatique, c'est-à-dire l'organisation des débats. Donc après, évidemment, les gens ne vont pas voter en fonction du plateau, mais c'est un effet boule de neige. À partir du moment où vous dites, on va mettre un algorithme qui va monter telle tendance, qui est plutôt une tendance anxiogène, et qui va accélérer plutôt tel vote, le vote plutôt à droite, les plateaux télé suivent, font leur plateau en fonction, leur sujet, etc. En tout cas, en France, ça se passe comme ça, et je doute qu'aux États-Unis, ils ne soient pas aussi sous influence de ce système-là. Quelles leçons en tirer pour nous, Nathalie Lénard, pour la vie politique française? Est-ce qu'il y a une translation à faire entre le trumpisme et le lepénisme, par exemple? En tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est de réfléchir à la façon de défendre la démocratie. Comment instituer plus de débats au niveau local, notamment. Comment, oui, ça me paraît très important. Je pense qu'on oublie, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois, le poids de l'humiliation, de gens qui se sentent humiliés parce que pas pris en compte, parce que les difficultés de leur vie quotidienne, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les médias, parce qu'ils ont le sentiment qu'on ne leur donne jamais la parole. C'est ça qu'il faut changer. Ah, ça je le crois, oui. Ça je crois qu'il faut, et qu'ils aient le sentiment qu'on se préoccupe de leur quotidien. Nous sommes avec Nathalie Lénard, journaliste, Paul Picaretta, journaliste et éditeur. Un mot le retour des informations dans un instant, et puis on évoquera l'Assemblée plénière des évêques de France qui a lieu en ce moment à Lourdes. Étienne Pépin en revient tout juste, il sera avec nous pour nous en donner les derniers détails. À tout de suite. La suite du débat du jour, Louis Dauphren. Oui, on va à Lourdes, ou plutôt on en revient. C'est le cas de Étienne Pépin avec nous, rédacteur en chef à RCF, qui va nous en parler. L'Assemblée plénière de Lourdes d'automne, c'est un classique, c'est un rendez-vous habituel que nous avons l'habitude donc de couvrir, où plusieurs sujets étaient au menu. L'Assemblée plénière de la CEF que vous avez couverte, Étienne Pépin, que faut-il peut-être en garder, sachant que c'est pas fini puisque ça se termine dimanche? Ça continue, évidemment. Alors le grand thème principal de cette assemblée dont je reviens, c'est la dimension missionnaire. Depuis déjà 2 séances, 2 séquences, 2 sessions. Les évêques travaillent vraiment à la mission. Ils ont été pendant plusieurs années vraiment focalisés sur la question de la gestion des abus sexuels sur mineurs. Là, ces derniers temps, ils sont revenus un peu à l'essence profonde de
de ce qui fait leurs assemblées habituellement, c'est-à-dire comment être missionnaire, comment être évangélisateur, comment annoncer l'évangile dans les réalités ecclésiales d'aujourd'hui. Voilà, la question des abus, il en sera quand même question là cette fin de semaine, mais les évêques travaillent là à partir d'aujourd'hui sur la question des abus sur les majeurs. Voilà, c'est un peu en réaction évidemment à l'affaire de l'abbé Pierre. Les prêtres africains, c'est une question. Alors, ça fait partie de la question missionnaire. Les évêques français ont reçu 4 évêques africains, dont 2 cardinaux, et parmi eux le cardinal Fridolin Ambongo, c'est l'archevêque de Kinshasa. Il est président vous savez, de la conférence épiscopale continentale Afrique-Madagascar. Et donc, c'est un proche du pape François. Hein, et il est venu là rencontrer les évêques français pour évoquer la question des prêtres fidei donum. Vous savez qu'on on reçoit en France maintenant, c'est ancré hein, dans le paysage ecclésial en France, on reçoit de très nombreux prêtres venus de pays africains pour... Bon, voilà, hein, on va pas se mentir, hein, pallier la crise des vocations, le manque de prêtres. Et en fait, dans tous les diocèses français, on a un grand nombre de prêtres africains qui viennent servir les paroisses. C'est un mouvement qui est appelé à se renforcer ? Alors, c'est un mouvement qui est appelé à se structurer plutôt qu'à se renforcer. Les évêques africains, avec les évêques français, veulent mettre en place un institut de missiologie et de pastorale. Comprenez là qu'il faut que les prêtres qui partent d'Afrique vers la France et ceux aussi qui partent de la France vers l'Afrique, hein, il y a encore des missionnaires français qui partent dans certains pays africains, il faut qu'ils soient préparés. C'est pas évident hein, pour les prêtres africains d'arriver dans nos campagnes. J'en ai croisé dans le Berry par exemple des prêtres qui sont là, qui sont hyper bien implantés, qui connaissent bien le territoire, parce que en fait ils sont là depuis des années. Il y a une tradition hyper importante entre les diocèses d'origine et les paroisses d'accueil, et ça marche parce que les gens se connaissent. Mais ça peut être difficile, délicat hein, pour des prêtres qui vivent dans des paroisses, des communautés où la vie est vécue très différemment. La solitude, le climat, mais même etc. Le mal du pays. Mais même la liturgie, hein, vous savez, si vous êtes déjà allé en Afrique, vous le voyez, la messe, c'est une fête. C'est une explosion extatique quasiment de joie, de chant, ça dure des heures. Là où en France, les célébrations sont plus austères pour eux, même si nous, ça nous convient. Mais parce qu'on est européens, on est français, ça va comme ça. Mais pour les Africains, moi je suis très frappé, par exemple, quand je vais dans une messe à la campagne, de voir que les prêtres africains, pendant l'homélie, ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter un cantique de chez eux et c'est leur manière à eux de prêcher et puis de donner quelque chose à entendre de ce que nous dit la parole de Dieu, l'évangile. Donc voilà, en tout cas, les évêques français et africains travaillent ensemble à cet institut pour préparer vraiment les prêtres à s'intégrer le mieux possible dans nos paroisses. Sur ce point, on peut déjà en discuter avec Nathalie Lénard et Paul Picaretta. Le Sud à la rescousse d'un Nord déchristianisé, ça peut tenir longtemps? C'est un phénomène que vous analysez. De quelle manière, Paul Picaretta, Nathalie Lénard? Nathalie? Ça peut tenir longtemps, oui, pourquoi pas. C'est comme vient de le dire Étienne, il y a la question de l'accueil, je pense, qui est très important. Moi, j'ai rencontré aussi des prêtres africains qui se retrouvaient dans des petits villages et qui se sentaient en effet un peu isolés. Avec beaucoup de clochers en plus en général. Beaucoup de clochers, souvent des gens qui viennent un peu vieillissants, donc c'était pas simple. Et à la fois, ils apportaient leur enthousiasme, leur jeunesse. Donc, je trouve que c'est... Et puis, il y en a, il faut pas se voler la face, hein, qui peuvent être confrontés au racisme, parce que ça existe quand même. C'est-à-dire un racisme pas ouvert, hein, mais des petites difficultés, Donc, je trouve intéressant que cet interculturel soit plus étudié, plus préparé. Et juste pour aller dans votre sens, Nathalie, ce que j'entends aussi dans cet échange entre les évêques africains et les évêques français, c'est la volonté de déplacer un tout petit peu le sujet de la présence des prêtres africains en France. Il ne s'agit pas nécessairement désormais de voir dans ces prêtres-là des remplaçants là où on a des trous en France, mais de voir comment est-ce que la mission se vit dans nos pays et comment est-ce que on répond à cela, à une des grandes problématiques évoquées pendant le synode, comment faire de cette église, notre église catholique, une église missionnaire. Et donc l'enjeu, il n'est pas tellement de pallier ou de desservir comme des fonctionnaires finalement des paroisses où on manque de prêtres, mais de savoir comment est-ce que du nord vers le sud ou du sud vers le nord, on va être missionnaire davantage. Est-ce qu'on a une idée du nombre de ces prêtres fidei donum ou de leur proportion? Il y en a 3000 en France, parmi eux 2500 africains.
Juste pour compléter, pour parler des églises protestantes, puisque c'est ce que je connais quand même mieux, c'est vrai que l'apport de pasteurs, il y a énormément, vous le savez, d'églises qui sont nées de l'immigration et d'églises africaines, congolaises, nigérianes. Enfin, il y a plein d'églises différentes en France. Et il y a cette volonté aussi au niveau de la fédération protestante de créer du lien, non pas pour se rencontrer et pour apprendre les uns des autres. C'est surtout ça. Et parce que la conception, en effet, du témoignage, de la mission, est assez différent entre la culture française et la culture africaine, et essayer d'apprendre les uns des autres. Et moi, ça, je trouve très intéressant. Alors, l'enrichissement mutuel, le dialogue, etc., ça, c'est le bon côté de la chose, mais on peut aussi regarder les choses différemment, Nathalie et Paul, en se disant, mais de quel droit les pays occidentaux viennent-ils puiser, piller les richesses de l'Afrique, se servir, en fait, dans les viviers africains pour pallier leurs propres insuffisances. Après tout, l'Europe pourrait se débrouiller toute seule, et tant pis si elle ne trouve pas ses propres ressources. C'est à elle de se mettre face à ses responsabilités, non, Paul Picaretta? Disons que c'est vrai que ça pose une question aussi, c'est l'enjeu, c'est d'abord d'évangéliser et pas de de cléricaliser à nouveau. C'est-à-dire que si c'est pour faire comme avant et connaître le même déclin, etc., mais avec des prêtres africains, ça sert à rien. C'est un pas en avant, un pas en arrière. Donc effectivement, ça pose quand même cette question de est-ce que c'est pas une rustine qui va tenir quelque temps et puis c'est passé. L'enjeu, c'est vraiment l'évangélisation, entendre une nouvelle parole aussi, une nouvelle façon de faire. Mais là, c'est plus qu'une rustine. Il y a un tiers des prêtres en France qui sont fidei donum, ce qui est énorme. Oui, alors là, on est plus sur du gros garage, effectivement. Mais d'ailleurs, j'étais étonné d'entendre le cardinal Ambongo, là, qui disait cette semaine à Lourdes que pour lui, il y avait quelque chose de triste de voir justement. Alors lui, il envoie très généreusement ses prêtres et au fond, il y a quelque chose de l'ordre du retour d'ascenseur. Ils ont été évangélisés par des missionnaires français, européens, et ils se sentent missionnaires désormais. Mais il dit c'est quand même triste, quoi. On a été évangélisés par des missionnaires venus de chez vous, et aujourd'hui on est forcé de venir vous annoncer le Christ parce que vous l'avez plus, quoi. Ce n'est pas du tout le même mouvement d'aller évangéliser des contrées qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. Et de venir, justement, comme vous disiez, en rustine, dans des anciens pays de chrétienté. C'est quand même très dur psychologiquement. Sociologiquement, ils arrivent dans des campagnes, donc chez des populations très âgées qui, en fait, sont déjà christianisées, ou dans des campagnes... Ou l'été, mais disons que quand ils arrivent dans des paroisses, les paroissiens et paroissiennes sont souvent des chrétiens depuis 80 ans. Voilà. Et donc, c'est pas exactement... Il n'y a pas vraiment de symétrie, en fait. C'est plutôt une réévangélisation. C'est quand même un geste assez différent. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, et moi je trouve que c'est ça qu'il faudrait creuser pour le futur, c'est sortons de l'enjeu, comme si la nationalité, le fait d'être dans une case était l'essentiel. L'essentiel, c'est le témoignage, c'est la foi. Oui. Et donc, est-ce qu'on va pas être confronté, c'est pas confronté, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre ça comme quelque chose de ce qui arrive? Oui, mais ça crée une figure de l'avenir, de toute façon. Les migrations dans les campagnes vont être de plus en plus nombreuses. Ça, c'est l'avenir de la société occidentale. Et ce que je trouve très beau dans cette histoire, c'est que ce sont d'abord des témoins du Christ. Et on montre que, oui, vous pouvez être camerounais, nigérien, vous êtes un témoin du Christ. Et qu'observent les gens, qu'observe le français moyen. Il est noir, ok, mais il vient témoigner du Christ. Il n'a pas peur de parler de sa foi, il n'a pas peur surtout de parler du Christ. Et ça c'est vraiment nouveau. Et on va avoir des effets complètement différents. Et moi, je trouve que c'est une très belle opportunité pour parler du Christ différemment. Alors moi, je mets un bémol, même si ce que vous dites, Paul, me semble hyper intéressant, et ça présente une église universelle, ça présente une église plurielle, telle qu'elle est vraiment, puisque en fait la même foi est vécue partout sur la planète, et ça c'est intéressant de se dire qu'en fait on est les mêmes chrétiens, sans doute, au Cameroun et en France, et c'est très bien. La question, juste par rapport aux paroisses et aux paroisses rurales, c'est la question de l'incarnation. Quand vous êtes un prêtre issu
de ce territoire, vous le connaissez, vous l'aimez, vous avez des choses qui vous rattachent à ce territoire et ça a du sens que vous soyez prêtre ici et maintenant. C'est vraiment une mission qui fait partie de vous parce que vous êtes issu de ce territoire. Quand vous êtes déraciné pour venir évangéliser un peuple aux antipodes, c'est le même Christ, c'est la même foi, c'est la même messe, mais je pense que c'est pas évident malgré tout d'avoir une parole circonstanciée qui soit adaptée à ce territoire. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'entendre les évêques français, pour le coup, qui ont noué des partenariats, des accords avec des diocèses, et les mêmes depuis des dizaines d'années, pour que ces prêtres connaissent vraiment ce territoire, soient vraiment ancrés dans un endroit où ils vont être donnés à un peuple, à un territoire, à une communauté qui a son identité propre. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard, cette constitution des prêtres fidei Udunum, parce que ça fait des années que les évêques font venir de très nombreux prêtres. Est-ce qu'il n'y avait pas un manque, un angle mort là de la part des évêques de faire venir un peu chacun dans son diocèse comme ils peuvent, sans vraiment créer des communautés, sans vraiment créer des... Voilà, est-ce que ça arrive un peu tard? C'est une faille qui a été ciblée par les évêques africains, là, cette fois, de dire qu'en fait, il y a des prêtres qui s'arrangent un peu tout seuls. Alors, il y a les prêtres côté africain qui veulent la grande vie en Europe et donc qui se débrouillent pour venir en Europe sans vraiment l'accord de leur évêque. Il y a des prêtres français qui ont des amis comme ça, historiques, qui font venir leurs amis sans que ce soit vraiment cadré. Et donc, il y a là des dérives qui font que c'est parfois pas très organisé et ça finit un peu mal. Certains restent en France, refusent de revenir alors que leur évêque leur demande de revenir en Afrique. Oui, ça crée des tensions. Alors là, justement, il faut le cadrer. Il y a des accords qui existent vraiment déjà, des accords qui existent entre les évêques français et les évêques africains. Mais là, cet institut de missiologie aura pour mission, il n'est pas encore créé, c'est un projet, mais il aura pour mission de cadrer tout ça extrêmement clairement et d'avoir, de faire respecter aussi le contrat qui contient un moment le retour du prêtre chez lui. Oui, parce que les Africains seraient fondés de dire écoutez, vous nous privez aussi de prêtres pour nos propres ouailles. Il y a des diocèses où 100% des prêtres sont en France. C'est pas vrai. Ouais. C'est Un des prêtres du Rwanda, un des évêques du Rwanda qui était là, l'archevêque de Kigali, nous a dit voilà, il y a des diocèses où, alors c'est des petits diocèses ruraux, voilà, ils se débrouillent autrement, mais où 100% des prêtres sont envoyés à l'étranger. C'est particulier. Autre sujet. Les scouts. Les scouts. Vous en avez été en plus, scout, je crois, Étienne. Comme vous, comme nous tous, peut-être autour de cette table. Mais oui. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui était au cœur des discussions des évêques aussi à Lourdes. Les scouts ont mis la flamme au bois résineux. Non, les scouts étaient présents à Lourdes et c'était une belle première pour les évêques de recevoir les 3 grands mouvements scouts français, les scouts de France, les guides des scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. Ils étaient ensemble dans l'hémicycle pour témoigner de l'esprit missionnaire du scoutisme. Il faut bien le dire. Aujourd'hui, je crois que 60% des évêques en poste ont été scouts. 56% des séminaristes en formation actuellement sont passés par le scoutisme. On sait quel mouvement? Oui, 34% des scouts d'Europe. Ah ouais, là j'ai tous les chiffres. Je suis bordé. Donc un tiers à peu près. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et justement, comment? Parce qu'on sait que parmi les mouvements scouts, il y a un peu de tout dans le rapport à la foi, ou en tout cas, il y en a qui proposent de façon explicite la foi, qui demandent même que les adhérents, de façon obligatoire, aillent à la messe, participent aux prières. Pour d'autres mouvements, c'est plus optionnel. Comment ça a été vécu par les évêques? Monseigneur Loïc Lagadec, l'évêque auxiliaire de Lyon et qui est le prêtre référent pour les scouts en France, en témoignait ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame. Il le dit, justement, il y a les scouts qui sont attestataires et qui vivent leur foi vraiment de manière extrêmement forte et comme étant un pilier majeur et indiscutable de la pédagogie. Puis il y a des mouvements, là je pense aux scouts et guides de France, qui accueillent des jeunes qui ne sont pas nécessairement chrétiens catholiques, mais on se rend compte que dans ces mouvements, il y a un vrai chemin catéchuménal. Et d'ailleurs, les évêques poussent et encouragent les scouts à vivre ça, mais vous savez qu'il y a de très nombreux catéchumènes. Le nombre de catéchumènes augmente en France ces dernières années. Et il y a comme une sorte de service après-vente dans le scoutisme, parce qu'en fait, ces jeunes, ils peuvent vivre leur foi concrètement dans le scoutisme. Et les scouts de France, eh bien, voilà, accueillent des jeunes qui nourrissent leur foi, alimentent, progressent dans la foi grâce au scoutisme. Vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Si vous avez été scout, si vos enfants sont scouts, dites-le nous par mail. On passe au Vendée Globe?
Ah bah on peut. Non, comme vous voulez. Peut-être qu'on peut faire réagir Bah, rapidement peut-être, sur hein. le scoutisme Quand quand même. même. Après tout, c'est l'aventure du scoutisme, l'aventure des mers. Paul Je veux tes Picaretta, messages de Nathalie plus en Lénard. plus. Non, mais je trouve intéressant ça parce que ce sont des sujets qui traversent le scoutisme protestant. Là. Et donc, sur l'idée qu'il y a peut-être une plus grande liberté, on va dire, dans le scoutisme protestant par rapport à ces questions de foi. Mais moi, ce que d'abord, il y a de plus en plus de moments spirituels, etc. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est quand vous parlez de mission, pour moi, c'est une forme de mission d'engagement dans la société. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes qui sont passés par le scoutisme protestant deviennent des gens engagés dans le social, pour la planète. Et pour moi, ça aussi, c'est une forme de témoignage très important, de prendre sa part dans la vie de la société. L'engagement. Paul Picaretta. Non, ce que je trouve très beau dans la réunion des trois grandes familles du scoutisme, c'est que c'est le seul moment en France où toutes les tendances du catholicisme se retrouvent ensemble. C'est possible parce qu'ils sont jeunes et après 18 ans, ça devient impossible puisqu'ils se font la guerre. Voilà. Mais Pourquoi se faire la guerre, à vrai dire? Bon, c'est pas, pas de raison. pourquoi. Disons que c'est parce que les tendances politiques, théologiques, liturgiques des uns et des autres font que les gens ont du mal à se retrouver entre eux. Les catholiques. Les Français et les catholiques sont des Français comme les autres. Et donc, voilà, c'est très beau d'avoir en France un endroit où on sait que toutes les tendances existent. Voilà. Mais alors, ça n'a pas d'hier, juste pour info et pour finir, si vous m'accordez 20 secondes, Louis. En fait, dès 2007, au moment des 100 ans du scoutisme, les trois mouvements se sont réunis pour célébrer cet anniversaire de la fondation par Baden-Powell du scoutisme. Et depuis, ils ont eu des réunions extrêmement régulières, chacun dans sa pédagogie, chacun fait son histoire aussi. Et c'est important ça, que chacun garde un peu son identité, mais ils se retrouvent très régulièrement. Et je voudrais juste témoigner d'un moment très beau auquel je n'ai pas assisté, mais qu'on m'a raconté. À la fin de cette rencontre entre les scouts et les évêques, tout le monde s'est mis debout dans l'hémicycle et ils ont chanté tous ensemble la prière scout. Et je crois que c'était un moment particulièrement émouvant pour les évêques qui avaient été scouts dans les trois mouvements. Voilà, scout toujours et avant tout, l'identité scout. Bon, bah écoutez, on a tout dit. Eh bien, en route. Je sens que vous voulez partir à l'aventure de... Bah non, mais Alors... bon, on a tout dit en fait. Non, il faut jamais dire on a tout dit parce que justement, tous les sujets sont inépuisables et on peut continuer à parler comme ça très longtemps de sujets tout à fait passionnants. Le scoutisme, c'est la confrontation à la nature, à l'aventure. Donc la liaison est toute naturelle avec le départ de la 10e édition du Vendée Globe au Sable d'Olonne, sujet que nous avons sélectionné en ce vendredi. Non pas parce que nous sommes une antenne sportive qui parle de compétiteurs et d'exploits, ce n'est pas tellement le sujet, mais il y a 3 angles que nous avons sélectionnés. D'abord, cet Everest des mers nous renvoie à une aventure tout à fait extrême. Quelle est la place du sport extrême aujourd'hui? Quelle place pour l'aventure aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis il y a des enjeux écologiques aussi qui existent, avec la question des conditions météo qui ont beaucoup évolué, et les navigateurs le disent au fil des éditions successives. Voilà, puis on sait que chaque bateau aura aussi une petite médaille miraculeuse, Notre-Dame de Rocamadour, qui place cette course dans un esprit un peu particulier, Paul Picaretta. Oui, alors je ne suis pas du tout un spécialiste du Vendée Globe, mais alors... Vous êtes navigateur un peu dans l'âme? Sous ma douche, effectivement. Voilà, mais sinon... Ça limite l'horizon. Oui, bon, ça dépend, vous savez, on peut voir très très loin aussi. En soi. Il faut avoir d'imagination. Exactement. Non, mais c'est vrai que... Il y a de remarquables romanciers qui ne sont jamais partis chez eux. Ben oui, effectivement. bien sûr. Non, mais je relisais quelques textes d'un des célèbres navigateurs, voilà, maintenant son nom m'échappe, mais qui faisait une critique assez forte du Vendée Globe, puisque de fait, c'est une course qui est à la base l'éloge de la liberté, le grand large, on prend la mer, on est seul face à tout, et puis... très vite, les requins arrivent et mettent leur logo, slogan, et puis ça devient la kermesse. Voilà. Et voilà, c'est surtout la dérive d'un sport, je ne sais pas si on peut appeler ça un sport, mais en tout cas d'une aventure qui est finalement, c'est la liberté qui devient enchaînée. En fait, aujourd'hui, les bateaux, ce sont avant tout des espaces publicitaires, comme dans le cyclisme, qui est un sport que j'aime beaucoup. Ce sont des espaces publicitaires flottants. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu triste.
puisque la promesse est belle et elle est tout de suite, elle est un petit peu dévoyée, disons. Voilà. Serait-ce possible de tenir à l'écart justement cette dimension publicitaire compte tenu des coûts engagés dans ce type de Ce serait d'aventure possible s'il y avait des décisions, j'en sais rien moi, politiques par exemple, on ferait ça, on organiserait cette course sur fonds publics par exemple. Non mais pourquoi pas, si ça devient, en fait si c'est une œuvre culturelle acceptée par tout le monde, comme le Tour de France par exemple, vous voyez, ou du moins accepté par la majorité. Pourquoi pas imaginer un mode de compétition qui permette justement d'échapper à la compétition commerciale. Puisque de fait, donc, les bateaux, pour préciser aux éditeurs, sont construits par des marques, des industriels, on ne va pas les citer. Et un bateau coûte entre 4 et 7-8 millions d'euros à peu près. Bon, c'est pas non plus des sommes faramineuses, mais c'est quand même pas rien. Les matériaux utilisés sont des matériaux de pointe qui coûtent extrêmement cher, qui sont extrêmement polluants. Voilà, donc on est quand même dans quelque chose qui se rapproche énormément du cyclisme, c'est-à-dire à la base un instrument de liberté qui tout d'un coup est dévoyé, récupéré et sorti de sa structure première, quoi, c'est-à-dire... dont ça pervertit la vocation, vous estimez? Dont ça pervertit la vocation, exactement. C'est votre avis, Nathalie Lénard? Oui, assez, même si je peux comprendre que la dimension individuelle, le rapport aux forces de la nature, ça séduit, la solitude, tout ça, évidemment, on se projette un peu et on se dit, mais jamais je pourrais faire ça. Mais moi, ce qui me trouble le plus, c'est le décalage entre... l'argent, vous venez de le dire, mais aussi cette technologie tellement prégnante, quoi. Ce sont des, je ne sais pas comment on le dit, mais des monstres marins. Et le décalage entre ça et l'état de l'océan, l'état des mers, les pollutions, le continent plastique, dont on ne parle pas. J'ai l'impression que pendant cette course... on s'appuie surtout sur ces prouesses individuelles, mais que l'état de la mer et des océans aujourd'hui est un sujet très peu abordé, alors que ça serait l'occasion de le faire. Et peut-être que ce sera le cas d'ailleurs. Hein. Peut-être que ce sera le cas, Étienne Pépin. Espérons-le alors. Justement, sur ce point-là, Nathalie Lénard, je mets un petit amendement. Parce que justement, au retour du dernier Vendée Globe, il y avait eu le témoignage de Jean Le Cam, qui était le doyen, et qui est encore le doyen cette année du départ du Vendée Globe, et qui expliquait qu'à travers les années, le Vendée Globe avait changé de physionomie. Alors certes, il y a des technologies, on va de plus en plus vite, tout ça. Mais il observait justement une dégradation des conditions climatiques, surtout dans les mers du Sud, avec des mers extrêmement violentes qu'il n'avait pas connues par le passé. Et donc, il était témoin des changements climatiques et il en a parlé. Et je crois que, en fait, même, il expliquait que si on faisait le Vendée Globe aujourd'hui avec les bateaux des premiers Vendée Globe, aucun ne reviendrait vraiment au port. Et donc, en fait, les technologies, elles permettent d'affronter ces mers-là, mais en y allant, ça permet de témoigner de ce qui est vraiment en train de se passer sur la planète. Oui, ça d'accord, je vous accorde ça. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on le sait, on en parle, on le dit, il y a des témoins et and so what? Et l'action derrière. Mais ça mettra tellement d'années. De toute façon, là, il y a une action qui est vraiment en train de se mettre en place. Mais de toute façon, on n'aura pas de résultat sur nos actions actuelles pour le climat avant des années. Donc en fait, on peut peut-être se dire, pour être positif, que bon, ok, on a pris les choses en compte, on les entend. Mais comme de toute façon, de notre vivant, Nathalie, on ne verra pas les conséquences positives de nos actions actuelles. Donc, ça on dépend continue. quel âge on a. Oui, que Dieu vous prête vie. En tout cas, sur ce sujet, pour souligner quelque chose, je sais que Team for the Planet, qui est une magnifique initiative pour lutter contre les gaz à effet de serre, a une voile, enfin un bateau qui a une voile et qui parle de Team for the Planet. Donc je me dis, bon, il y a quand même aussi cette possibilité de donner de la visibilité à des belles actions. Sachant que le Vendée Globe ne passe pas par le continent plastique, hein, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par les États-Unis. Le Pacifique, puisqu'il tourne autour de l'Antarctique et ils reviennent. Oui, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était le décalage entre toute cette information qui va circuler autour du Vendée Globe par rapport à l'état des océans. Bon, après, on n'est pas sur la course la plus polluante de la planète, donc il faut savoir raison garder. Et puis, c'est vrai qu'en 2020, l'écologie avait été quand même un des grands sujets du Vendée Globe.
il y avait un petit décalage là aussi entre les navigateurs qui souvent sont très écolos, font du moins une pensée écologique, sont très sensibles à ça, et les sponsors qui derrière poussent pour des discours un peu greenwashés et très on va pas citer de marque, mais c'est du greenwashing, quoi. Et ça m'avait marqué, ce décalage m'avait profondément marqué en 2020. C'était 2020 aussi, ça. Et c'est une vraie question qui se pose entre l'éthique des compétiteurs qui, souvent, comme vous l'avez dit, Paul Picaretta, que ce soit d'ailleurs dans le monde de la navigation ou de la montagne, par exemple. On a le même phénomène où la question se pose de faire financer des opérations coûteuses alors qu'on a un esprit qui aimerait peut-être s'en abstraire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Nathalie Lénard, journaliste, et Paul Picaretta, journaliste et éditeur. Merci beaucoup Louis Dauphren. Merci à Pierre-Henri Paget, notre réalisateur de la matinale.